Jeudi 19 mars 2020, bienvenue à cette édition. Au sommet de ce journal, l'amicale des femmes de la primature vole au secours des orphelins de Arbinda ce jeudi. Elle a fait don de vivres et d'argent au ministère en charge de l'action sociale. Dans cette édition, nous ferons un arrêt sur l'actualité du Covid-19 au Burkina Faso. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. L'amicale des femmes de la primature a offert un don au ministère de la Solidarité nationale pour les orphelins d'Arbinda ce jeudi. Marie-Laurence Ilboudo Marshall s'en est réjouie. Elle est au micro de Jonas Tondé, Odette Zongina. Je suis très heureuse qu'aujourd'hui les femmes de la primature aient décidé de venir en aide aux orphelins de Arbinda. Au-delà du montant et au-delà du geste, c'est cette solidarité agissante, c'est cette cohésion entre fils et filles du pays qui doit prévaloir. Je voudrais aujourd'hui, au nom du gouvernement et en ma qualité de ministre en charge de l'assistance humanitaire et encore ministre en charge de l'enfance, dire merci pour ce geste de générosité, pour cet élan cet engagement aux côtés des enfants et surtout des enfants orphelins. Donc je ne peux que dire merci. Puisse le Seigneur leur rendre au centuple les actions de ce matin et aussi bénir tous les enfants du Burkina Faso. Merci infiniment. Le comité de gestion du Covid-19 a été reçu en audience ce jeudi par le Premier ministre Christophe Joseph-Marie Dabiré. Au cours de cette audience, des rapports ont été examinés pour éviter la propagation du coronavirus au Burkina Faso. Gédéon Tapsoba, Antoinette Bénon nous en disent plus. En vue de trouver une stratégie de riposte contre le coronavirus qui se propage de jour en jour au Burkina Faso, le Premier ministre Christophe Joseph-Marie Dabiré a reçu en audience le comité de gestion du Covid-19. Au cours de cette rencontre, le comité a examiné certains points. Le comité a examiné les points inscrits à son ordre du jour. Il s'agit de l'état de mise en œuvre des structures en charge de la gestion de l'épidémie de Covid-19, le rapport sur la mise en place du plan de riposte, le plan de communication, la situation de mobilisation des fonds pour le financement du plan de riposte, la situation de l'épidémie à la date du 19 mars 2020, la prise en charge des cas suspects et positifs. Après examen de ces points, Son Excellence le Premier ministre a donné des instructions pour l'exécution diligente du plan de riposte. Il s'agit entre autres de la dynamisation des structures du Centre opérationnel de réponse aux urgences sanitaires Chorus, de l'intensification de la communication pour la prévention avec une implication forte des leaders et des responsables religieux, coutumiers et associatifs. Au regard de l'évolution de la pandémie, le comité a fait des propositions de mesures complémentaires pour interrompre la chaîne de transmission communautaire. Ces propositions seront transmises à Son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré, président du FASO. À cette occasion, le ministre en charge de la communication s'est prononcé sur la question de la fermeture des lieux de culte. En ce qui concerne donc la fermeture des lieux de culte, il faut savoir que dès le départ, le ministère de la Santé travaille en étroite collaboration avec les différentes fêtières au niveau de nos mondes religieux. Et que ce travail-là aboutit donc à cette responsabilisation des acteurs et que effectivement la communauté chrétienne catholique a annoncé la fermeture et que nous attendons effectivement que les autres fêtières puissent réagir afin justement d'expliquer à leurs religionnaires l'intérêt justement d'un certain nombre de mesures à prendre. En ce qui concerne les mesures annoncées, les techniciens ici et surtout les différents acteurs nous ont dit que l'intérêt que nous avions, c'était justement de rompre cette transmission communautaire. Vous savez que dans notre cas aujourd'hui, c'est au niveau de la communauté que se fait la transmission. Donc tant au niveau de la question des frontières, qu'elles soient terrestres ou aériennes, tant au niveau de la question des marchés et tant au niveau des autres éléments de transport, des propositions concrètes ont été faites durant ces 2 à 3 heures de travaux qui seront transmises par Son Excellence le Premier ministre au président du FASO qui lui avisera et prononcera les décisions qu'il jugera utiles justement au regard de l'explication et de la documentation qui lui a été fournie.
Notons qu'au sortir de cette audience, le ministre en charge de la communication a félicité les partenaires techniques qui accompagnent le comité et a invité les Burkinabés à poser de bons actes pour protéger leur santé individuelle et collective, ainsi que être un rempart pour éviter la propagation du Covid-19. Toujours coronavirus au Burkina Faso, 33 cas confirmés et 1 décès. C'est le bilan aujourd'hui de cette maladie au Burkina Faso. La coordination nationale de la réponse à l'épidémie du Covid-19 était face aux journalistes ce jeudi. On voit cela avec Jonas Tondé, Odette Zongena. Au quotidien point de presse de la coordination des ripostes contre le coronavirus Covid-19 du jour, il ressort que le Burkina Faso enregistre au total 33 cas confirmés, dont un décès. On a donc 15 femmes et 18 hommes. Le 9, on a eu 2 cas. Le 12, 1 cas. Le 13, 4 cas. Le 15, 8 cas, le 16, 4 cas, le 17, 8 cas, le 18, 6 cas. Donc comme vous le voyez, c'est plutôt une évolution en dents de scie. On ne peut pas parler d'abord de régression complète. Le coordonnateur national de la réponse à l'épidémie de Covid-19, le professeur Martial Ouedraogo, a par ailleurs déballé la situation sur le plan international. Au 19 mars, c'est-à-dire aujourd'hui, on a au total 214 994 cas. On est à 8 732 décès, malheureusement. Il y a 156 pays qui sont touchés, dont 31 pays en Afrique. Parmi les pays touchés, donc, je voudrais peut-être attirer votre attention sur les pays voisins du Burkina, que sont la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo, qui sont le Togo et le Bénin qui sont également touchés. Au compte des 33 cas confirmés au pays des hommes intègres, la capitale politique enregistre 31 cas, la capitale économique 1 cas et la ville de Houndé 1 cas. Le respect des instructions d'hygiène préconisées sont toujours en vigueur et sont suffisantes pour empêcher la propagation du virus, a laissé entendre les spécialistes de la santé. Ainsi, tousser ou éternuer dans le creux du bras, n'est pas cracher par terre, jeter le mouchoir dans une poubelle après utilisation, éviter de se serrer les mains, porter un masque ou encore utiliser un gel désinfectant sont entre autres les consignes à adopter. Toute autre chose à présent, et c'est hors de chez nous, un rapport conjoint ONU-Union africaine sur le Soudan et le Darfour, rendu public lundi dernier, préconise de remplacer fin octobre l'opération de paix MINUAD par une mission politique. On voit cela dans cet élément. Un rapport conjoint ONU-Union africaine sur le Soudan et le Darfour a été rendu public lundi 16 mars. Ce rapport préconise de remplacer fin octobre 2020 l'opération de paix MINUAD par une mission politique. Cependant, cette décision suscite la crainte de l'ONG Human Rights Watch de voir les civils perdre toute protection. La discussion qui devait avoir lieu ce mercredi pour statuer sur ce dossier a été paralysée par la pandémie du coronavirus. Au total, 7800 casques bleus qui assurent l'instauration de la sécurité intérieure et la protection de la population civile vont se retirer graduellement. La protection des civils est une responsabilité qui incombe au Soudan. Le mécanisme successeur de la MINUAD pourrait fournir aux autorités un soutien consultatif, mais si un mandat de protection physique des civils lui était demandé, cela nécessiterait un déploiement très large, proportionnel à la taille de la zone d'opération. En réalité, le Conseil de sécurité avait prolongé à l'unanimité sa mission d'une année avec des effectifs inchangés jusqu'à fin mars 2020, à la dernière échéance annuelle du mandat de la MINUAD,
à la date du 31 octobre 2019. Le rapport de l'ONU et de l'Union africaine souligne qu'au Darfour, la violence armée entre groupes rebelles a reculé, mais les causes profondes du conflit demeurent, ce qui exacerbe les tensions intercommunautaires. La protection des civils ne serait pas garantie dans la mesure où le mécanisme de protection des civils encadré par la force MINUAD incombera au Soudan qui manque de logistique. Pour rappel, c'est en 2007 que la force de paix conjointe avec l'Union africaine, la MINUAD, a été déployée au Darfour, dans l'ouest du Soudan, pour instaurer la paix entre les deux belligérants, à savoir les forces soudanaises et les rebelles issus de minorités ethniques qui dénoncent leur marginalisation par le pouvoir central. Le conflit au Darfour, qui a débuté depuis le 26 février 2003, a fait environ 300 000 morts et plus de 2,5 millions de déplacés. Cette force spéciale a compté jusqu'à 16 000 casques bleus. Politique toujours, le gouvernement zimbabwéen a décidé d'octroyer de nouvelles exploitations aux fermiers blancs qui avaient été expropriés par la réforme agraire de l'ancien président Robert Mugabe. Une nouvelle législation en faveur des fermiers expropriés au Zimbabwe. Les anciens fermiers blancs qui avaient été expropriés peuvent désormais se voir attribuer de nouvelles terres. Un dédommagement annoncé par le ministère de l'Agriculture. 4 500 agriculteurs pourraient bénéficier de cette mesure. Toute personne souhaitant obtenir le titre de propriété d'un terrain agricole qui était auparavant sa ferme peut en faire la demande par écrit au ministre, lequel doit renvoyer la demande au comité. La nouvelle disposition concernera également les fermiers étrangers. Les autorités du Zimbabwe ont d'ores et déjà conclu des accords avec l'Afrique du Sud, l'Allemagne ou encore les Pays-Bas. La mesure n'est pas pour autant automatique. Certaines demandes pourraient en effet être rejetées si, comme l'indique la réglementation, elles sont contraires à l'ordre public, l'urbanisme ou l'intérêt général. Si le Zimbabwe est prêt à faire une progression sur la réforme foncière, je pense que là aussi, ça va attirer les investisseurs, aussi bien financiers que des techniciens en matière de production agricole. Cette décision du gouvernement est l'épilogue du programme de réforme foncière accéléré lancé en 2000 par l'ancien président Robert Mugabe, dont l'objectif était de corriger les déséquilibres entre blancs et noirs. Une réforme qui avait plongé le pays dans une profonde crise économique, amenant les autorités à octroyer dès 2013 des compensations aux fermiers expropriés. Et puis, en Afrique du Sud, l'inflation est à son plus haut niveau. Selon le Bureau sud-africain des statistiques relayées par l'agence Bloomberg, les prix à la consommation ont augmenté de 4,6% par rapport à l'année précédente, contre 4,5% en janvier dernier. En Afrique du Sud, l'inflation atteint son plus haut niveau depuis 15 mois. Selon le Bureau sud-africain des statistiques relayé par l'agence Bloomberg, les prix à la consommation ont augmenté de 4,6% par rapport à l'année précédente, contre 4,5% en janvier. Cette hausse ne devrait pas dissuader la Banque centrale de réduire le taux d'intérêt de référence. L'inflation a été alimentée par une augmentation de 14% du prix de l'essence en février par rapport au même mois de l'année dernière. Mais elle devrait se modérer au cours des prochains mois grâce à une forte baisse des prix du pétrole. Cela pourrait amener la Banque centrale à revoir à la baisse ses prévisions de croissance des prix pour l'année qui sont de 4,7%. Il est également probable que le comité de politique monétaire réduise ses prévisions d'expansion d'une économie qui a sombré dans une deuxième récession en 2 ans avant même que le coronavirus ne s'intensifie. L'inflation de base annuelle qui exclut les prix des denrées alimentaires, des boissons non alcoolisées, du carburant et de l'électricité s'est accélérée, passant de 3,7% à 3,8%. Coronavirus en Israël, l'armée vole au secours du gouvernement. Voyons cela ensemble dans cet élément. En Israël, le coronavirus est une chose trop grave pour la confier à des politiques. Plus de moyens techniques, plus de budget que n'importe quel ministère, c'est l'armée et les renseignements qui volent au secours du gouvernement. Tzahal, le Mossad, le Shin Bet sont tous les trois dans une opération qui consiste, à trouver où il y a encore du matériel qu'on peut acquérir, et ensuite à trouver aussi le moyen de l'amener d'urgence de où il se trouve dans le monde.
L'État hébreu cherche 4 millions de kits de dépistage, la majorité pour tester les Israéliens, le reste ira à des pays amis. Une mission très coûteuse qui s'ajoute à l'opération Rayon de lumière déjà menée par l'armée. Tsahal se prépare au pire des scénarios dans ses rangs. Plusieurs mois de confinement total, plusieurs milliers de patients. Une crise parmi les plus complexes à gérer, mais l'état-major peut compter sur son expérience. Dans les années 90, lors du génocide rwandais, les militaires israéliens étaient déjà en première ligne. Rabin avait demandé à aider les réfugiés du Rwanda. Le ministère de la Santé n'était pas capable de monter cette opération. Le ministère des Affaires étrangères avait du mal à contacter les différents organismes dans les Nations Unies. Et en fin de compte, c'est l'armée qui, en moins de 48 heures, j'en ai fait partie, je suis allé au Rwanda avec eux, en moins de 48 heures, a organisé un hôpital de campagne qui est arrivé à Goma, au nord du Congo, et qui est devenu en plus l'hôpital de référence de tous les réfugiés du Rwanda. Au sein de l'armée israélienne, chaque soldat bénéficiera d'un kit complet. Appareil de test, thermomètre, médicaments antidouleurs, désinfectants, tout est prévu pour multiplier les dépistages et limiter la diffusion du virus. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Canal Bunkera. Demeurez bénis. En Christ Jésus, bonsoir chez vous.